Mes beaux-enfants veulent me rappeler que je ne suis pas leur vraie mère, après des années à m'occuper d'eux. Très bien, je vais leur montrer ce qu'est la vie sans une mère. Mon mari, qui a 40 ans, et moi, qui en ai 36, sommes ensemble depuis 8 ans, et notre mariage a traversé des hauts et des bas. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 2 enfants, des jumeaux de 16 ans, un garçon et une fille. Je les aime comme s'ils étaient mes propres enfants, et comme j'ai des difficultés à tomber enceinte, je les considère vraiment comme les miens. L'année dernière, mon mari et moi avons essayé d'avoir un bébé, et je suis tombée enceinte, mais j'ai perdu le bébé à cause de complications, je pense simplement que je n'étais pas faite pour être mère biologique. Les enfants de mon mari n'ont pas vu leur mère depuis des années, car elle les a abandonnés pour un homme à New York. C'est triste, car ils n'ont pas pu avoir de relation avec elle. Les jumeaux m'appellent maman, et nous faisons tout comme une petite famille, exactement comme je l'avais toujours rêvé. Pour cette raison, je pensais vraiment que tout était parfait. Plus jeune, je me disais toujours que je ne devrais pas sortir avec un homme qui avait des enfants, car il pourrait y avoir des complications avec leur mère. Mais j'ai pris un risque. L'autre jour, ma fille et mon fils voulaient aller au centre commercial avec des amis, ce qu'ils font souvent, alors j'ai donné mon accord. La dispute a commencé à cause de la tenue qu'elle portait. Elle portait une jupe très courte avec un haut et une veste en jean. J'ai immédiatement dit non et lui ai demandé de se changer, car je n'étais pas à l'aise qu'elle sorte habillée ainsi. Je ne sais même pas d'où venait cette jupe, car elle me montre toujours ce qu'elle achète au centre commercial. Son frère n'a prêté aucune attention à la tenue et a simplement levé les yeux au ciel. Elle s'est énervée, du haut des escaliers, m'a crié que je n'étais pas sa mère et que je devais arrêter de faire comme si c'était le cas. Son frère a ri, ce qui m'a encore plus blessée. Je lui ai demandé pourquoi cela le faisait rire, et il m'a dit que c'était vrai, que je n'étais pas leur mère, et que je devais arrêter d'agir comme si j'avais l'autorité de leur dire quoi faire. C'était comme une gifle, parce qu'en gros, c'est moi qui les ai élevés, et c'est ainsi que l'on me remercie. Ces derniers mois, ils m'ont dit des choses horribles. Ma fille est même allée jusqu'à dire que c'était de ma faute si j'avais perdu leur demi-frère, et qu'elle était contente que cela se soit produit. Mais, le lendemain, je me suis endurcie. J'ai fait comme si rien ne s'était passé la veille. Habituellement, je les réveillais pour aller à l'école et je préparais le petit déjeuner, mais cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai préparé mon petit déjeuner uniquement pour moi, car, comme ils l'ont dit, je ne suis pas leur mère. Mon fils avait un match de basket ce jour-là, et j'avais l'habitude d'apporter des collations pour l'équipe, mais cette fois, je ne suis pas allée. Ma fille avait une compétition de pom-pom girls 2 jours plus tard, mais je ne suis pas allée non plus. Je sais que certains pourraient me trouver mesquine pour cela, et je ne serais pas en désaccord. Je me suis levée chaque jour en les ignorant tous. Je ressens leur regard à chaque instant. Hier soir, ma fille s'est approchée et m'a demandé pourquoi je n'étais pas venue à sa compétition, et j'ai simplement répondu « Je suis ta mère ?» Alors pourquoi le ferais-je ? J'ai vu le visage de ma fille changer cette nuit-là. C'était comme si elle avait été frappée par une vérité qu'elle refusait de voir. Elle est restée là, à me regarder, et j'ai compris qu'elle commençait peut-être à comprendre. Ou peut-être pas, c'était peut-être seulement de la surprise. Mais je n'avais plus rien à dire. Après tout ce que j'avais traversé, après tous les sacrifices que j'avais faits, toutes les nuits blanches à m'inquiéter, à prendre soin d'eux, à être une présence constante, la réponse que j'ai reçue a été un simple « Tu n'es pas notre mère ». Je suis entrée dans la chambre et j'ai fermé la porte. Je n'avais plus envie de continuer comme avant, à m'épuiser pour 2 adolescents ingrats qui me voyaient seulement comme une ombre de quelqu'un qui les avait abandonnés un jour. Je n'étais pas leur mère ? Très bien. Qu'ils fassent donc l'expérience de l'absence, de l'indifférence, du silence qu'ils semblaient tant désirer. Je me souviens que, des années auparavant, j'avais hésité à me marier avec un homme qui avait déjà des enfants. Je savais combien ce serait un défi, avec les conflits, les résistances. Mais je me suis laissée emporter par le désir de construire une famille. Ce que je voulais, c'était être une mère, donner mon amour et mes soins à quelqu'un. Et, au fil des années, je me suis permis de croire que je construisais cela avec eux. La semaine a passé avec ce vide dans la maison. Je me levais chaque matin à mon heure habituelle, je descendais pour préparer mon café, sans me presser. Ils passaient près de moi dans la cuisine, attendant que je les appelle pour le petit déjeuner ou que je prépare leur goûter pour l'école. Je les observais du coin de l'œil, les voyant préparer leurs propres céréales ou chercher quelque chose à manger dans le réfrigérateur. Je n'offrais ni aide, ni sourire. Je n'étais plus que ce qu'ils voulaient que je sois, une présence distante, un adulte dans la maison qui n'avait aucune obligation envers eux. Quand je suis rentrée à la maison le vendredi, après une semaine comme ça, j'ai trouvé mon mari qui m'attendait dans le salon.
Il avait l'air déconcerté, mélange de confusion et de préoccupation dans les yeux. Il m'a demandé ce qui se passait, pourquoi les enfants se plaignaient, disant que je les abandonnais. J'ai laissé échapper un rire amer, ce genre de rire qui vient d'une colère qu'on ne peut plus contenir. Puis, calmement, j'ai tout expliqué. Je lui ai raconté le manque de respect, les paroles dures, comment ils se sont moqués de moi en haut des escaliers, sans se soucier des années que j'avais consacrées à eux. Il est resté silencieux, absorbant chaque mot, et pendant un instant, j'ai cru qu'il serait de mon côté, qu'il comprendrait enfin combien cela me blessait. Mais, au contraire, il a seulement soupiré et a dit qu'ils étaient des adolescents, qu'ils traversaient une période difficile. Il a minimisé, tenté de justifier leur comportement, comme s'ils n'étaient que des enfants innocents testant leurs limites. Des enfants, ai-je répété. Ils ont 16 ans. Ils sont parfaitement capables de comprendre le poids des mots. C'est là que j'ai compris que j'étais seule. Ils ne verraient jamais combien cela me rongeait, combien chaque geste d'ingratitude me marquait, une blessure après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace pour supporter. C'est cette nuit-là que j'ai pris une décision. S'il ne voulait pas de moi comme mère, si mon mari pensait que j'exagérais, alors chacun assumerait sa propre responsabilité. J'ai cessé de m'inquiéter de payer les activités extra des deux. L'argent que je mettais de côté pour leurs cours d'été, pour leurs voyages et leurs loisirs, je l'ai gardé pour moi. J'ai commencé à prendre soin de moi, à penser à ce que je voulais faire de ma vie, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, toujours occupée à satisfaire une famille qui, au fond, ne m'avait jamais vraiment considérée comme l'une des leurs. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis encore plus éloignée. Je ne suis pas allée à la réunion de l'école de mon beau-fils, je ne l'ai pas aidé avec le projet de science qu'il repoussait depuis des semaines, ni ne lui ai proposé de l'emmener à ses entraînements de basket. Il a pris le bus, râlant, mais je ne lui ai pas proposé de le conduire. Quant à ma belle-fille, je n'ai plus rien dit sur les vêtements qu'elle portait, même quand je l'ai vue sortir de la maison dans une tenue que je n'aurais jamais approuvée. Peu à peu, j'ai remarqué qu'il ressentait mon absence, mais je ne me suis pas laissée affecter. Jusqu'à ce qu'un jour, mon mari me demande de parler à nouveau. Il m'a dit que les enfants ressentaient le manque de l'ancienne routine, qu'ils étaient confus et que je devais faire un pas en arrière. Je l'ai regardé, incrédule. C'était à moi de céder ? Moi, qui avais été humiliée, méprisée, reléguée au second plan ? Tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas accepter que j'étais la seule mère qu'ils avaient désormais ? Non, j'avais déjà fait bien assez. À ce moment-là, j'ai su que mon mariage n'était plus le même non plus. Peut-être m'étais-je bercée d'illusions toutes ces années, croyant que j'avais construit une famille. Peut-être, au fond, n'étais-je qu'une intruse, un substitut pratique pour ce qu'ils avaient perdu. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de penser à moi, de cesser de vivre pour des personnes qui ne me valorisaient pas. J'ai commencé à chercher un appartement pour moi. Quelque chose de petit, de chaleureux, où je pourrais recommencer. Je n'en ai parlé à personne, ni à mes beaux-enfants ni à mon mari. J'ai continué ma routine, mais avec un certain soulagement, sachant qu'en bientôt j'aurais mon propre espace, loin de tout cela. Quand j'ai enfin trouvé l'endroit idéal, j'ai attendu un jour où les jumeaux seraient absents et mon mari au travail. J'ai rangé mes affaires en silence, sans laisser de mots ou d'explications. C'était la fin d'une époque, et je ne leur devais rien. Quand j'ai enfin quitté cette maison, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. J'étais libre. Après avoir quitté cette maison, c'était comme respirer de l'air frais pour la première fois depuis des années. J'ai fermé la porte calmement, sentant le poids de cette vie passée se dissiper à chaque pas. Je n'ai pas regardé en arrière, car il n'y avait plus rien pour moi là-bas. C'était comme si je disais adieu à une prison invisible, dont je ne percevais que maintenant l'étendue. J'ai passé des années à essayer de plaire, de m'insérer dans le moule d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment accepté. L'amour que j'ai offert, l'affection que j'ai investie, tout semblait s'être perdu dans un abîme sans fond, et maintenant, j'étais enfin libre. Mais cette liberté avait un goût amer, et il ne suffisait pas de simplement aller de l'avant. Peu importe à quel point j'essayais de me convaincre que le silence était la voie la plus sage, quelque chose en moi criait pour la justice, pour la réparation. Ils avaient joué avec mes sentiments, ignoré tout ce que j'avais fait, et ils allaient s'en sortir indemnes ? Mon mari continuait sa vie comme si rien ne s'était passé, les jumeaux ne ressentaient aucune responsabilité pour leurs mots cruels, et moi, je devrais avancer comme si de rien n'était ? Non. Il fallait qu'ils ressentent un peu du vide qu'ils avaient laissé en moi. Dans la première semaine dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à planifier. Ce n'était rien d'impulsif, je savais que cela devait être calculé et patient. Je ne ferais rien d'extrême, bien sûr, mais il y avait d'autres moyens de laisser une empreinte, de leur montrer ce que c'était de perdre quelqu'un qui s'était tant investi pour eux.
J'ai commencé par de petites absences. Pendant des années, c'était moi qui m'occupais des finances de la maison, qui organisais chaque détail, payait les factures à temps, veillait aux échéances. La première semaine du mois, j'ai changé tous les mots de passe des comptes bancaires communs, désactivé les notifications et laissé les factures s'accumuler. Je savais que mon mari était désorganisé et qu'il ne s'occupait jamais de ses tâches. Il allait devoir apprendre ce que signifiait gérer le côté moins visible de la vie familiale. Chaque appel de relance qu'il recevait était pour moi une petite victoire silencieuse. Ensuite, j'ai laissé de côté toutes les routines scolaires des jumeaux. Pendant des années, c'était moi qui étais présente, au premier rang, aux réunions, aux événements, qui lisais les messages quotidiens. Ces petits gestes, c'était moi qui me souvenais des anniversaires de leurs amis, des uniformes de compétition, des listes de fournitures scolaires. J'ai transmis tout cela à leur père, sans préavis. Ils m'appelaient, frustrés, disant qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, que l'école l'inondait de messages, et que les jumeaux rataient des échéances. Je souriais simplement et lui répondais qu'il avait suffisamment d'expérience pour s'en occuper. Après tout, c'était leur père, non ? Avec le temps, j'ai commencé à ressentir qu'il remarquait mon absence. Mon mari m'envoyait des messages pour me demander de parler, disant que tout était désorganisé sans moi, que les jumeaux ressentaient mon absence, et que la maison n'était plus la même. Une part de moi avait envie de répondre, de voir comment ils se débrouillaient seuls, mais je suis restée ferme dans mon silence. Je les laissais goûter au chaos de leur propre indifférence. Car, au fond, je savais que ce n'était pas seulement la maison qui était désorganisée, c'était toute leur vie, et c'est ce que je voulais qu'ils réalisent. Peu à peu, j'ai appris que la situation devenait insoutenable. Des amis et des collègues me parlaient de l'état de la maison, de comment mon mari semblait à la dérive. Même les jumeaux ont commencé à m'envoyer des messages, essayant de me convaincre de revenir, disant que les choses n'étaient pas si mauvaises que ça et que j'exagérais. Mais je suis restée inébranlable. Ils avaient clairement montré que je n'étais pas nécessaire, et maintenant je ne faisais que montrer ce que cela signifiait. Un jour, ma belle-fille m'a envoyé un long message. Elle disait qu'elle regrettait mes aides pour les devoirs, mes conseils quand elle en avait besoin, et elle s'est excusée pour les choses horribles qu'elle m'avait dites. Elle m'a demandé pardon, mais je savais que ce pardon n'était pas sincère. C'était dicté par la nécessité, par le désespoir de quelqu'un qui ne reconnaît la valeur de ce qu'il a perdu que lorsqu'il se retrouve sans issue. Moi, cependant, j'avais dépassé le point où des excuses superficielles pouvaient m'affecter. Il fallait qu'ils comprennent non seulement ce qu'ils avaient fait, mais aussi les conséquences de leurs actes. Je suis restée ferme dans ma décision. Ce n'est que lorsque mon ex-mari, désespéré, est apparu à la porte de mon appartement, que j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Il avait l'air épuisé, comme si les derniers mois avaient drainé toute son énergie. Ses premiers mots étaient un flot confus d'excuses et de justifications. Il disait qu'il était désolé, qu'il savait qu'il m'avait ignoré, qu'il avait sous-estimé tout ce que je faisais, mais que les enfants étaient désolés, qu'il comprenait maintenant combien j'étais importante. Je l'ai écouté calmement pendant qu'il déversait sa version des faits, essayant désespérément de trouver une solution au désordre dans lequel il se trouvait. Lorsqu'il a terminé, je me suis approchée, l'ai regardé dans les yeux, et lui ai dit, avec la sérénité de quelqu'un qui a enfin trouvé la paix, « Maintenant, tu sais ce que cela signifie de vivre sans moi. » Il m'a regardé, surpris, et j'ai su qu'à cet instant, il comprenait réellement. Il comprenait ce que signifiait être ignoré, dévalorisé, et finalement, perdu. Je lui ai expliqué que je n'avais aucune intention de revenir, que je ne voulais pas reprendre ce rôle de mère et d'épouse dévouée. J'avais compris que tout ce que j'avais donné avait été en vain, et que ma vie, ma paix, valait plus que n'importe quel engagement envers eux. Il est resté sans voix, comme s'il essayait d'absorber la réalité que c'était définitif. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'avais recommencé, et leur place dans ma vie avait été comblée par un vide qui, étrangement, était libérateur. Quand il est sorti de mon appartement, un calme absolu s'est emparé de moi. Je savais que, désormais, ils allaient devoir faire face aux conséquences de leurs propres choix. Chaque décision, chaque mépris, chaque mot dur qu'ils m'avaient lancé revenait maintenant vers eux comme un reflet clair et immuable. J'avais laissé de côté les rancœurs, transformé le poids de la colère en quelque chose de plus grand, en ma propre renaissance. Je suis rentrée dans l'appartement, j'ai fermé la porte, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'avais besoin de personne. J'étais entière, enfin libre, et le goût amer de la vengeance s'était transformé en quelque chose de plus doux, la certitude que j'étais désormais ma propre priorité, et que rien ni personne ne pourrait me retirer cela.